à un moment donné pour survivre. Et ça nous peut revenir au problème du circulus, c'est qu'il n'y a pas besoin, on n'en est pas au degré zéro de l'économie, mais il n'y a pas besoin de faire de surplus. Il faudrait qu'on arrive à produire juste ce dont on a besoin. Et ça éviterait le capitalisme. Et sur l'antisémitisme, juste un mot, pour y répondre. Je vous laisse. Non, simplement, il ne faut pas confondre l'antisémitisme du XIXe siècle, celui qu'on a attribué à Fourier, celui de Thusnel, et Leroux reprend le titre d'un livre de Thusnel, les Juifs rois de l'époque, qui font évidemment hurler tout le monde. Mais il faut bien comprendre que c'est plus une image et que l'antisémitisme, c'est pas raciste, c'est simplement parce que les Juifs sont rois de l'époque, ce sont les Juifs, les Pérer, Aguado et autres, qui sont les banquiers. Donc c'est toujours une attaque au sein du capitalisme, mais c'est pas, c'est faux de dire que la gauche a été antisémite au nom de la race, entre guillemets, ou au nom de la culture ou religion juive. Tu veux dire ? Oui, juste sur la question de la propriété, tous ces auteurs, en fait, sont héritiers des séances de l'exposition de la doctrine de Saint-Simon, pendant lesquelles les Saint-Simoniens interrogent une conception de la propriété, qui est la conception de la propriété individuelle et héréditaire, qui est défendue alors par le pouvoir, qui est défendue par les économistes et qui est défendue par les philosophes, notamment par toute la tradition éclectique. Et par rapport à ça, les Saint-Simoniens font une attaque centrale là-dessus en disant les économistes ont raison de dire que c'est un droit naturel, mais c'est d'abord et avant tout une convention, la propriété. Et donc, cette convention est réglable suivant les phases de l'évolution. Et par rapport à ça, tous les courants socialistes par la suite vont se positionner sur la question d'une définition sociale, commune ou autre de la propriété, mais qui, suivant les versions du socialisme, que ce soit chez Duchesne, les Saint-Simoniens, Leroux, Fourier, ou même les républicains sociaux, vont avoir des formes extrêmement labiles. Si on essayait de le rapprocher d'une réflexion contemporaine, ça ne serait certainement pas le collectivisme, mais ça serait par exemple la réflexion contemporaine sur les communs. Là, on est beaucoup plus proche de ça, et certains vont dire la propriété sociale, ben, c'est la coopérative de consommation, les fourriéristes, on va être plutôt là-dedans. Les Duchésiens vont dire c'est plutôt la coopérative de production, certaines parties de l'œuvre leroxienne vont dire plutôt ça. D'autres vont dire c'est l'État et les coopératives. Enfin, il y a énormément. La seule chose, c'est que ce n'est plus la propriété des économistes, c'est-à-dire la propriété individuelle et héréditaire. Ça, c'est le mal. Et c'est la propriété caste telle que Bruno l'a présentée dans le cadre de son exposé, et qui est vraiment la cible, la première cible. Après, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités. Et quand on parle du réalisme de cette période-là, elle se situe par exemple là-dessus, sur le fait qu'ils n'ont pas une seule alternative à la question de la propriété individuelle. Je rajouterai un petit mot sur la question de l'antisémitisme, qui est évidemment extrêmement sensible, parce que des gens comme Paul Pénichou, Paul Yakov, peut-être aussi Bernard-Henri Lévy, ont porté des accusations contre Leroux sur cette question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques formules ambiguës, mais il faut absolument désambiguiser la chose et montrer que, en particulier, il y a des textes tout à fait lumineux de Leroux sur la question, que j'ai bien reproduit dans mon anthologie, notamment un débat contre Renan, où il explique toutes les galettes mal cuites, c'est son expression, que l'on a fait avec ce qu'il appelle l'alchimie du sang, qui la repousse absolument. Et il y a un autre passage où il affirme que l'appât du gain que l'on a tant reproché au peuple juif n'est qu'un effet des persécutions dont il a été victime pendant l'histoire. Et il ajoute qu'au contraire, s'il n'y avait qu'une palme à donner à un peuple dans l'humanité, cette palme unique, pour le coup il en fait peut-être trop, je ne sais pas, c'est à la race juive qu'il faudrait la donner en raison de l'unité de l'espèce humaine qui est décrite dans le mythe d'Adam. Voilà. Et pour la propriété, bien sûr, j'ajouterai juste une chose, je n'ai pas eu la présence d'esprit tout à l'heure, Leroux faisait grand cas de la Déclaration des droits de 1793.
non qu'il repoussa celle de 1789, mais la déclaration des droits de Robespierre en 93, parce que Robespierre n'était pas quelque peu peut-être, hein, c'était des droits positifs qui montraient précisément que la propriété n'était pas un phénomène naturel, mais un phénomène soumis à la législation. Et que, du coup, la société avait un devoir d'assistance, c'est-à-dire de donner à manger, à se loger, à se nourrir, débrouillez-vous comme vous voulez, mais assurer ces droits à tout le monde. Il y a d'autres questions, d'autres réflexions? Bonjour, on voit que la pensée de Pierre Leroux est immense, et lui habitant Boussac et étant natif de Paris, a-t-il pensé le centralisme français, qui est multiséculaire? Est-ce que Leroux a pensé le centralisme français? Je ne suis pas sûr, mais mes collègues peut-être auront plus de présence d'esprit que moi là-dessus, qu'il ait réfléchi exactement en ces termes, comme un Balzac par exemple, dont c'était à la même époque une idée obsédante. Un Balzac, il fallait absolument qu'il y ait un cœur, un roi, un pape, un chef, un père pour gouverner, mais en même temps, il fallait absolument irriguer les extrémités du corps social. Je ne sache pas que Leroux ait dit et réfléchi en ces termes, mais cependant, il me semble que tout ce qu'on a pu dire sur le rôle de l'État répond quand même en partie à la question, sur un rôle moyen, hein, comme je le disais tout à l'heure, entre anarchie et communisme. Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur la question? Il s'est exprimé très, très clairement là-dessus, en fait, hein, sur la centralisation, ou plutôt, et avec le mot décentralisation, devant les députés en 1851, et je pense que ça tient très largement à l'expérience qu'il a eue à Boussac. Hein. Et il dit l'État ne peut pas tout, il ne refuse pas que l'État fasse ce qu'on appelle, s'occupe des infrastructures, et il dit la décision doit revenir à la commune, parce que la commune, c'est le lieu de la vie, c'est-à-dire c'est le lieu du quotidien. Et Pauline Roland, qui a vécu donc à Boussac, sera là une très très fervente de la décentralisation, et toujours encore en pensant à votre commune. Alors sur ce terme où il emploie le mot décentralisation, il faut voir son discours à l'Assemblée nationale de 1851, où il dit « Tout ne se passe pas à Paris ». Tout ne se passe pas à Paris, la véritable vie, elle est ailleurs, elle est dans les communes, elle est dans les provinces. Oui, juste pour rebondir sur ce point, un des enjeux qui a été un des enjeux majeurs du séjour à Boussac était d'imprimer. Et il voulait notamment imprimer un journal politique, un journal d'information, qui soit un journal politique local. Et ça a été un des grands enjeux de Boussac, de faire paraître dans les provinces, comme ça se faisait paraître un petit peu ailleurs, une opinion politique, un lieu de discussion, un forum politique, qui sera l'éclaireur de l'Indre, qui va être publié entre 1845 et 44 et 1848. Ça s'arrête au printemps 1848. Donc cet aspect est très très important, et ça sera démultiplié, comme le disait Armel, sur la fin de la Seconde République, parce que un des grands thèmes du groupe Montagnard en 49-51 à l'Assemblée, c'était la décentralisation et tout ce qui pouvait promouvoir ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe ou la démocratie participative, et notamment à des niveaux qui étaient des niveaux intermédiaires, dont le niveau majeur qui était le niveau de la commune. Donc oui, c'était une pensée qui était très présente, et surtout très présente parce que, comme le dit Bruno, c'était une pensée chez Leroux qui était une pensée hostile, je dirais même allergique, à tout ce qui pouvait ressembler à une concentration et une polarisation du pouvoir. Je ne maîtrise absolument pas l'heure et tout ce qui se déroule. J'ajouterais simplement, parce que vous venez de dire, monsieur, là, sur le rôle à Boussac avec l'imprimerie, c'est qu'il avait le poids à l'époque des renseignements généraux avec les préfets, sous-préfets qui surveillaient justement toutes ces personnes qui n'allaient pas dans le sens de la bourgeoisie
de l'époque, et il y avait des rapports, on retrouve dans des archives le poids de ces renseignements généraux et la façon dont, d'ailleurs, des gens qui étaient déportés, et une partie de la famille de Leroux a été déportée. Il ne faut pas l'oublier. Mais vous avez d'autant plus raison que, par exemple, dans l'éclaireur de l'Indre, il y a peu de choses sur Boussac même. Ça parle de partout ailleurs, en termes d'opposition, mais pas à Boussac, parce que je pense qu'à Boussac, ils étaient beaucoup trop surveillés pour se permettre de faire ça. Bien. On peut peut-être passer à l'intervention d'Armel Leroy-Chopard sur le féminisme de Pierre Leroux. Bien, alors je vais vous parler du féminisme de Pierre Leroux. En fait, j'ai intitulé ma communication, pour rester dans le thème de la journée qui est l'actualité de Pierre Leroux. Je vais donc vous montrer comment Pierre Leroux est un avant-gardiste du féminisme. Alors, bien sûr, le mot féminisme n'existe pas à cette époque. Il va être créé à la fin du XIXe siècle. Vous savez ce qu'il désignait d'ailleurs à l'époque, le féminisme? Eh bien, c'était une maladie masculine. Mais oui, par laquelle les hommes avaient quelques traits féminins. Voilà. Mais ça entraînait, et ça entraînera ensuite l'hystérie. L'hystérie qui est la maladie de l'utérus et qui sera donc par la suite attribuée aux femmes. Donc le féminisme, c'était une injure. Et comme c'est souvent le cas chez celles qui défendent la cause des femmes, les femmes ont renversé l'injure, féminisme, c'est ce qu'on appelle le retournement du stigmate, pour se l'approprier. Vous nous dites qu'on est féministe, alors on est féministe. Hein, voilà. C'est comme quand on dit vous êtes une sorcière, on dit bon ben voilà, je suis une sorcière. Donc voilà, rien que pour ça, pour cette défense de la cause des femmes, Leroux est déjà dans notre actualité, où c'est un combat, comme vous le savez, de premier plan aujourd'hui. Et à mon avis, là où il est vraiment d'actualité, c'est pas simplement sur le plan général du féminisme, c'est la façon dont il aborde le féminisme. Il n'en fait pas un élément parmi d'autres de sa doctrine, qui serait traité, je ne sais pas, en 20 chapitres ou avec un ouvrage spécifique. Il en fait un élément qui est complètement intégré dans son œuvre, dans la dénonciation générale des inégalités, de toutes les inégalités. Alors pourquoi c'est important? Ben, c'est un peu par rapport à ce qu'on avait un peu évoqué ce matin, c'est que va faire le marxisme? Le marxisme va mettre la priorité sur la lutte du prolétariat et la révolution, et puis on nous dit vaguement, on nous dit, ben, une fois que la révolution sera gagnée, qu'il y aura l'égalité, ben, forcément, ben, ça se fera tout naturellement de soi-même. L'égalité entre les hommes et les femmes découlera de source. On voit donc qu'il y a deux temps, comme s'il y avait un premier temps qui serait d'abord pour la lutte des prolétaires, puis un deuxième temps où l'égalité entre les sexes disparaîtrait. Donc là, c'est pas du tout la position de Leroux, et c'est là qu'il est véritablement d'actualité, c'est qu'il pose d'emblée la lutte contre les différentes discriminations, différentes inégalités, non seulement sur le même plan, mais il les pose en même temps. Et quand je vous disais que c'est d'actualité, c'est qu'aujourd'hui, ce type d'approche a un nom, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, ou ce qu'on appelle également la convergence des luttes. Évidemment, ce ne sont pas des mots qu'emploie Leroux. Donc, là se situe sur le fond la véritable modernité, mais plus que modernité, actualité de Leroux. Donc, je vais vous montrer comment il essaie de prouver, ce qui n'est pas évident à son époque, l'égalité des sexes, mais si cette égalité, une fois de plus, est uniquement théorique, ça n'a pas grand intérêt.
Il la décline à la fois sur le plan privé, celui de la famille, sur le plan du travail, et puis sur le plan des droits politiques. Alors, l'identité de nature des deux sexes. Leroux montre d'abord qu'il n'y a pas deux natures humaines, une masculine, l'autre féminine, mais une seule nature. Ça peut vous sembler une évidence aujourd'hui, mais ça ne l'est pas tant que ça, surtout à l'époque. Et il va en particulier se battre contre Proudhon. Donc je peux vous donner je t'en donnerai deux citations de Proudhon pour vous dire qu'il y a du travail à faire à l'époque. Proudhon dit que la femme n'est pas la moitié du genre humain, que c'est une erreur totale et qu'elle doit être soumise à l'homme. Et puis, autre citation, la femme est à moyen terme entre l'homme et l'animal. Donc vous voyez qu'il fallait quand même dire qu'il n'y avait pas deux natures, mais une seule. À l'intérieur de la... et j'insisterai pas trop là-dessus, parce que de toute façon ça nous fait dérouler toute l'œuvre. À l'intérieur de la théorie de Leroux, de sa psychologie, de son ontologie, cette égalité se prouve, une fois de plus, par le triangle ou la triade sensation, sentiment, connaissance. En deux mots, tout individu, parce qu'il est un être humain, homme ou femme, possède ces trois éléments, sensation, côté matériel, sentiment, pas besoin de discuter, et connaissance, l'intelligence. Ces trois éléments à l'intérieur de cette formule sont d'égale valeur, il n'y a pas de supériorité de la connaissance sur le sentiment, etc. Ils sont d'égale valeur, mais ils existent dans des proportions différentes dans chaque individu. C'est-à-dire que vous êtes égaux, mais vous n'êtes pas semblables. C'est là encore une évidence, et vous n'êtes pas semblables parce que la proportion des trois éléments n'est pas la même. Alors vous imaginez qu'il y a une infinité, hein, c'est comme un ADN ou les empreintes digitales, une infinité de combinaisons qui vous assurent chacun de votre singularité. Mais comme vous possédez ces trois éléments, comme ces éléments sont d'égale valeur, eh bien, c'est cette unité qui fait que vous êtes égal à un autre être humain. On a eu cette discussion avec Ludovic, je ne sais pas si je l'ai convaincu. Bon, alors après ça renvoie, bon, c'est pour ça que je n'insiste pas plus. Prenez-le comme un axiome, c'est aussi un peu comme ça que Leroux le présente. Ce qu'il veut dire, c'est qu'à partir du moment où vous distinguez deux natures, et on peut dire que Aristote avait déjà prévu ce genre de réaction, quand vous avez deux natures, et bien il y en a forcément, vous créez une hiérarchie. Et simplement, aussitôt vous allez dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Bon, vous savez bien que s'il y a deux natures, une féminine et une masculine, c'est la masculine qui l'emporte. Et donc, Leroux va s'attaquer aux thèses de Proudhon sur le second sexe. Et ce second sexe, à ce moment-là, Leroux reprend les titres du livre de Proudhon, de la justice, 3 chapitres. L'un pour infériorité physique de la femme, je ne vous détaille pas, ça va de soi. Infériorité intellectuelle, ça va de soi aussi. Infériorité morale, également. Donc, il faut revenir à Proudhon. Et la conclusion de Leroux, une fois que Proudhon a bien prouvé ces 3 types d'infériorité, eh bien, c'est de dire, selon Proudhon, la femme, selon Leroux critiquant Proudhon, la femme en effet est zéro. Elle n'est pas l'égale de l'homme en tant que personne humaine, elle est un autre être, elle n'est qu'une réceptivité. Alors là, ce terme aussi est intéressant, hein, parce que vous allez retrouver, finalement pas tellement modifié par rapport à Proudhon, ce type de raisonnement chez Freud, hein, qui fait de la femme une passivité, alors que l'homme, lui, est activité.
Donc à chaque fois, on a, avant la lettre, la réplique de Leroux à ce type d'argument. Et d'ailleurs, Leroux dit, répond à Proudhon, si Dieu n'avait voulu faire de la femme que ce que vous prétendiez, il l'aurait fait tout autrement. Pourquoi la nature a-t-elle donné aux femmes un cerveau comme à vous? Est-ce que Gall ou Spurzheim, vous savez qui sont des phrénologues, des craniologistes à l'époque, on regarde beaucoup ce qui se passe dans le cerveau, examinant ce cerveau, ne retrouve pas toutes les mêmes facultés que chez l'homme, et souvent plus fortement accentuées. Donc il ajoute, votre argument tiré de la nature de la femme, tel que vous la peignez, n'est pas autre que l'argument qu'Aristote employait pour consacrer l'esclavage. Et répète-t-il, les prolétaires, ces nouveaux esclaves, ne s'y trompent pas. Le peuple, messieurs, dit-il à l'Assemblée nationale en 1851, ne comprend pas qu'il y ait une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Donc vous allez voir que même dans la suite de l'argumentation de Leroux, à chaque fois, c'est ce que je vous disais en introduction, Leroux, et il le dit carrément, ne sépare pas la condition des femmes de celle du peuple. Même combat, pas un combat antérieur ou supérieur à l'autre, même combat. Et à chaque fois qu'il parle de la lutte des femmes, lutte pacifique, chez Leroux, eh bien c'est toujours pour dire c'est la même chose, et c'est en même temps et avec les prolétaires. Alors ce qui est intéressant et aussi actuel dans l'approche du féminisme, de l'égalité des sexes chez Leroux, c'est qu'il va montrer à quoi ça sert de prouver, de rester dans l'inégalité et de la justifier. Autrement dit, il va dénoncer une idéologie, l'idéologie s'étant à la fois reflet d'une situation donnée et moyen de pérenniser cette situation. Et il s'en prend alors au christianisme. Pas simplement comme Marx et d'autres pour dire que c'est l'opium du peuple, mais il montre très bien comment, je le cite, le christianisme accepta et sanctifia le fait d'inégalité de nature relativement à la femme et l'inégalité sur la terre en général. Avec tous les moments du christianisme qui, sans exception, sont unanimes pour abaisser la femme sur terre, la déclarer inférieure, sujette de l'homme et sa servante, non pas sa compagne. Le but de Leroux étant toujours de faire des femmes les compagnes des hommes, mais non pas leurs sujets, et encore moins leurs esclaves. Et là où le christianisme se montre bien, c'est effectivement pour faire admettre aux femmes leur suggestion, subalternisation, dit Leroux, pour ne pas dire exploitation, asservissement, eh bien, pour leur faire admettre ça, quand si parfois elles en prennent conscience, eh bien, il faut leur promettre quelque chose en compensation. Et où est la compensation? Eh bien, la compensation, elle est dans l'au-delà, elle est au ciel. Alors, superstérilisation sur la terre, mais rédemption, je cite, proportionnée lorsque la trompette du jugement dernier sonnera. Voilà l'arrêt du christianisme sur la femme, à qui on prêche dévouement, abnégation. Et donc la conclusion, et on en revient à la critique des éclectiques, des professeurs de Sorbonne, la conclusion, et c'est souligné par Leroux, il faut une religion aux femmes. Et sans doute, mais par la même raison qu'il en faut une pour le peuple, et non par une autre raison. Donc vous voyez bien, c'est toujours, ils sont toujours placés, femmes et prolétaires, sur le même plan. Alors, ils considèrent que le christianisme est moribond, ils comparent le christianisme à un mort qui continue de marcher alors qu'il n'a plus de tête, un cadavre, etc., etc. Donc, il va peut-être un peu vite en besogne, puisque même aujourd'hui, le christianisme n'est pas encore mort. Mais ce qu'il veut montrer, c'est que même si le christianisme est moribond, les bourgeois, et en particulier représentés par ces professeurs de Sorbonne,
les éclectiques, eh bien, ils ont intérêt à conserver la religion. Et donc, il faut une religion pour les femmes, comme il en faut une pour le peuple, et, critique-t-il, les honnêtes politiques, et dont font partie aussi les éclectiques, les hommes politiques, ils ne sont pas idiots, ils n'en veulent pas pour eux-mêmes, à eux, la philosophie. Et donc, ça aussi, ce sera un des axes que je n'ai pas le temps de développer, et dont on aura peut-être l'occasion de reparler, le fait qu'on ne doit pas, chez Leroux, séparer religion et philosophie, et c'est ce que font les éclectiques en séparant aux uns la religion, aux autres la philosophie, alors même qu'ils doivent être liés, et sans que j'ai non plus le temps d'assister, ça ne veut pas dire non plus ce que critique Leroux, c'est la religion, surtout la religion catholique, un peu le protestantisme qui juge parfois assez sévèrement dans sa position par rapport aux femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute religion, c'est qu'il faut une religion nouvelle, qui ne soit même pas un replâtrage du christianisme, mais une autre religion. Alors, je ne pars pas dans cette digression. Simplement, ce que Leroux va montrer, c'est que cette idéologie, elle est fatale pour les femmes, parce qu'elle ne s'en tient pas simplement au plan religieux. Elle est critiquée par les éclectiques, mais par contre, les politiques sont bien contents de recueillir l'héritage du christianisme par rapport à l'asservissement des femmes. Nous trouvons bon néanmoins, critique Leroux, nous trouvons bon d'accepter en cela son héritage du christianisme, faisant profit, véritable profit, de ses tâches et de ses imperfections. Et alors évidemment, cette subsistance du christianisme va se décliner dans les trois domaines que je vous ai cités, la famille, le travail et au niveau de la participation politique. Et c'est évidemment dans la famille que cet héritage est le plus manifeste. Dans la famille, comment? Au travers de cette institution qu'est le mariage. Pas tant de l'institution que la façon dont il est organisé. Alors voici ce que dit Leroux. Du harem oriental, du gynécée de la Grèce, on passa par le christianisme dans le mariage. Mais remarquez, vous voyez, comme toujours en relation avec cette idée de compensation, mais remarquez combien ce mariage suppose le ciel pour correctif. Et donc Leroux se plaint, il dit de tous les sacrements sociaux de l'ère précédente, donc du christianisme, nous n'avons conservé que le mariage. Le code civil ne viole-t-il pas, dit-il, au premier chef de la façon la plus brutale, l'égalité de la femme comme épouse. La loi condamne la femme à l'obéissance, lui fait prêter un faux serment. Leroux n'entre pas dans le détail des mesures qui, dans le cadre du code civil de l'époque, assujettissent les femmes. D'autres, les saint-simoniens en particulier, aux belles heures du saint-simonisme, l'avaient fait en critiquant la question d'héritage, etc. etc. Leroux n'entre pas tellement dans ces questions. Et nous y entrons d'autant moins que toutes ces dispositions ont aujourd'hui disparu du Code civil. Il y a un seul endroit sur le plan juridique où l'égalité sur le principe est à peu près acquise, c'est bien au plan du droit privé, du droit matrimonial. Mais par contre, il y a une autre chose qui est très intéressante et qu'on remarque moins chez Leroux, mais qui là est vraiment intéressant, sous un nom qu'il ne peut pas encore donner, c'est que au-delà de ces éléments du code, Pierre Leroux va dénoncer ce qu'on nomme aujourd'hui le viol conjugal. Viol conjugal qui pour lui est issu à l'époque du devoir conjugal. Il écrit en plus d'être esclave par l'âme, il dit à la femme, en outre tu seras plus esclave par le corps que ne sont les autres esclaves. Tu donneras ton amour et ton corps en perpétuel esclavage à celui qu'on t'aura imposé pour mari
et tu seras fidèle à ce contrat de servitude tous les jours de ta vie, car la moindre infraction serait un crime sur la terre, un crime dans le ciel, sans que ni les infidélités, ni les vices, ni les dérèglements, ni aucun forfait, ni aucune abomination de l'homme puissent briser ta chaîne et te séparer de ton être. Et en était, à l'époque, le divorce qui avait été rétabli à la Révolution a été à nouveau supprimé. Donc, en allant, en poussant l'analyse un petit peu loin, on pourrait dire que le Roux propose déjà la libre disposition du corps, hein, pour les femmes, mais on ne peut pas aller trop loin parce qu'en même temps, il n'est pas... C'est pas le débat à son époque, mais enfin, il est anti-malthusianiste, c'est-à-dire que du coup, il est contre l'avortement, il est hostile à l'homosexualité qu'il dénonce chez Fourier, etc. Donc il ne faut pas aller trop loin, mais je trouvais que, ne serait-ce que ce passage qui s'appelle aujourd'hui le viol conjugal, c'est quelque chose qui est d'une étonnante actualité, surtout pour l'époque. Alors, pour en terminer sur le droit privé et le mariage, il se défend toutefois de réclamer la suppression du mariage. Comme on l'a vu quand il y a les castes de famille, de patrie, de propriété, il faut supprimer l'aspect caste, c'est-à-dire la division, mais il faut garder la chose. Donc il faut améliorer le mariage, mais il ne faut surtout pas le supprimer, et on reviendra sur cet aspect, je reviendrai sur cet aspect dans la conclusion, où je serai bien obligé de marquer quand même quelques réserves au féminisme et à l'actualité de l'Euro. Donc, dans l'immédiat, restons au niveau où l'Euro proclame l'égalité, la rigoureuse égalité des époux dans le mariage, et il faut dire aux femmes, vous avez droit, je le cite, vous avez droit à l'égalité à 2 titres distincts, comme personne humaine et comme épouse. Aux femmes, aux épouses, hein, pas mariées. Vous êtes nos égales, non parce que vous êtes femmes, mais parce qu'il n'y a plus ni esclaves ni serfs. Et il va répéter, comme personne humaine, votre cause est celle de tous, elle est la même que celle du peuple, toujours cette égalité hein, dans le combat, elle est la même que celle du peuple, elle se lie à la grande cause révolutionnaire, c'est-à-dire au progrès général du genre humain. Et donc, il va montrer comment cette inégalité se répercute également au niveau du travail, où donc, il estime que la femme doit avoir droit au travail, mais pour exercer une profession, encore faut-il avoir une formation. On n'a pas des compétences innées. Et là, c'est toute une dénonciation de l'éducation que reçoivent les hommes, c'est-à-dire que ne reçoivent pas les femmes de son époque. Quelle éducation reçoivent les femmes, demande-t-il, et il répond que les femmes sont comme des enfants à qui on conserve le plus longtemps possible le maillot, comme si ce n'était pas là le bon moyen pour les déformer, pour détruire à la fois la rectitude de leur esprit et la candeur de leur âme. Que fait d'ailleurs la société pour elles? De quelle carrière leur ouvre-t-elle l'accès? Et pourtant, il est évident pour qui y réfléchit que nos arts, nos sciences, notre industrie feront autant de progrès nouveaux quand les femmes seront appelées qu'ils en ont fait il y a quelques siècles quand les serfs ont été appelés. Et il réitère son parallèle avec le peuple. En parlant des femmes, il dit « vous les traitez comme vous traitez le peuple ». Donc dans l'Espérance de 1858, il va, donc le journal qu'il publie à Jersey, il va laisser la parole à sa disciple Pauline Roland en reproduisant un article qu'elle a écrit en 1851 et en assortissant de commentaires. Bon, je ne reviens pas sur Pauline Roland, qui est un personnage véritablement très important, je pense, à Boussac, et en particulier en matière d'éducation. Quand le Roux reproduit la lettre de Pauline Roland
à cause de ses opinions socialistes, après avoir été à Boussac, a monté des associations d'instituteurs et d'institutrices, des programmes extrêmement modernes, hein, avec mixité des élèves, mixité des enseignants, mixité des programmes, ce qui n'a pas été le cas même au début de la Troisième République. Hein. Et elle est envoyée à ce qu'on appelle en transportation à l'époque, c'est-à-dire elle est déportée en Algérie, et elle parvient à y revenir grâce à différentes interventions, et elle est tellement épuisée, elle a vécu dans telles conditions qu'elle meurt au retour. Donc c'est aussi un hommage à Pauline Roland, qui était une des figures extrêmement marquantes, et puis je pense pour tous les petits élèves de Boussac, de votre commune. Donc il va reproduire cet article, et qui est adressé, l'article de Pauline Roland est adressé au libéral Émile de Girardin, mais Proudhon Leroux, qui traite d'ailleurs Proudhon de libéral, estime que c'est adressé aussi bien à Proudhon. Donc je ne vais pas redire ce qu'il y a dans cet article, remarquablement clair, remarquablement précis, remarquablement percutant. Simplement une phrase, dirait Pauline Roland: la femme a droit au travail comme l'homme, et à un travail productif. Bon, parce qu'on sait qu'elle fait du travail non productif avec la poussière et la lessive. Un travail productif, indépendant, pas dépendre du mari, qui l'affranchisse de toute tutelle. Et, ajoute-t-elle, nul ne peut légitimement la confiner dans le ménage si elle se sent autrement appelée. Alors, dans le commentaire qui suit cet article de Pauline Roland, Pierre-Loup estime la question équivaut à celle-ci: les femmes ont-elles le droit et le devoir de développer par l'exercice et par conséquent par la fonction les facultés qu'elles ont reçues de la nature. On en revient à l'idée que, évidemment, si on n'exerce pas, si on ne développe pas, c'est comme un muscle, ces facultés, elles s'atrophient, et si elles sont atrophiées, c'est évidemment pas à ce moment-là qu'on va pouvoir les jeter dans le travail. Il dit encore, et ça c'est déjà dans de l'égalité: si vous refusez aux femmes la fonction dans l'atelier scientifique, artistique, industriel, il faudra bien que leurs facultés s'atrophient ou tournent à mal. Vous en faites des monstres par arrêt de développement. Donc il va vraiment très loin. Alors, Proudhon, dans De la justice, pour prouver que les femmes sont véritablement inférieures en tout domaine, et surtout du côté du cerveau, explique avec des chiffres à la pluie qu'il y a pratiquement pas de brevets d'invention qui sont déposés par les femmes, il n'y a pas de génie féminin dans aucun domaine, etc. Donc Leroux lui répond: comment avez-vous pu jusqu'ici raisonnablement vous attacher à rechercher si le sexe, tenu jusqu'ici pour n'être que le second, a produit dans la science, l'art, l'industrie autant d'éminentes capacités? Et Leroux montre que Proudhon prouve sa mauvaise foi, parce qu'il dit quand justement il y a quelques génies, à ce moment-là, vous ne le reconnaissez pas et vous les accablez de mépris et d'outrage, et en particulier les femmes écrivaines. Donc, dit Leroux, Proudhon se plaît à scalper des chevelures féminines. Alors George Sand est la cible favorite que défend Pierre Leroux, évidemment, est la cible favorite de Proudhon. On peut lire, pour vous montrer la distinction, l'élégance de Proudhon, on peut lire par exemple dans les carnets de Proudhon par rapport à George Sand, il écrit George Sand, cette femme qui écrit comme elle pisse. Voilà le genre de réflexion de Proudhon. Donc la conclusion, c'est que la prétendue infériorité intellectuelle et morale doit cesser et cessera, qui était réelle du code d'éducation,
elle cessera quand les femmes entreront dans la cité nouvelle. Et alors, cette cité nouvelle, eh bien, implique leur participation à la vie politique. Donc, c'est la revendication d'un droit de vote, revendication très concrète, puisqu'elle va être portée à l'Assemblée nationale par Leroux en 1851. Très curieusement, si vous lisez les... Alors, je ne parle pas de mes collègues qui sont, je dirais pas pour une fois, mais qui sont plus avertis que des historiennes féministes, c'est que quand les historiennes féministes parlent du droit de suffrage, elles vont parler du Berthier-Montclerc, elles vont parler des Saint-Simoniennes, et elles zappent complètement l'intervention de Leroux, qui a quand même fait beaucoup de bruit, et elles zappent aussi très souvent Pauline Roland. C'est-à-dire qu'elles disent la première femme qui s'est présentée, qui n'a pas pu voter, la première femme qui s'est présentée, c'est Jeanne Desroins. Effectivement, c'est la première qui s'est présentée pour voter à l'Assemblée nationale. Mais la première femme qui s'est présentée pour voter, c'est ici, à Boussac, c'est Pauline Roland. On leur refusait le droit de vote, mais... Donc voilà, il faut rétablir l'histoire, surtout quand l'histoire se passe à Boussac. Donc, il a défendu, bien avant ce discours, il a défendu le droit de vote, et lui, il n'est pas... Vous savez, on va très souvent dire 1848, parce que on va supprimer le sens, c'est-à-dire le taux d'imposition pour pouvoir voter, ce qui fait que tout le monde pourra voter, tout le monde, sauf les femmes. Et vous allez voir dans tous les livres d'histoire, ça commence à changer. Quand on vous parle de suffrage universel, c'est un suffrage universel masculin, c'est-à-dire que ce n'est pas un suffrage universel, c'est un suffrage masculin. Voilà. Bon, donc, Leroux, justement, la campagne des banquets, en 1847, avant finalement aboutir à la Révolution de 48, la campagne des banquets, elle se fait, bien sûr, pour la liberté de la presse, etc., mais elle se fait pour le suffrage universel aussi. Et là où c'est quand même étonnamment moderne, c'est que Leroux réclame à ce moment le droit de vote pour les femmes. Ce qui fait qu'on le critiquera en lui disant, du coup, il s'est fait embrasser par des vachères. Et on dira, je suis très très flatté d'avoir été embrassé par des vachères. Je ne pense que cela a d'offensant. Alors pourquoi c'est important? C'est pas simplement le fait d'aller mettre son bulletin dans l'urne et puis on y revient 5 ou 7 ans ou je ne sais combien d'années après, ou 6 ans. C'est que le droit de vote entraîne le droit d'éligibilité. C'est bien pour ça qu'il fait peur. S'il s'agissait que de mettre le bulletin dans l'urne, bon, passe encore. Mais là, que les femmes entrent à l'Assemblée à côté des hommes, non, là ça ne passe pas. Et ça ne passe pas chez Proudhon, qui évidemment, en 1849, dans le journal La Voix du Peuple, va s'en prendre à Pierre Leroux et son fameux droit de vote. Proudhon affirme: combien on y verra plus clair dans le socialisme, n'est-il pas vrai, lorsque les commères de Leroux, à qui l'hypocondre démange, siégeront au milieu des hommes à l'Assemblée des représentants du peuple. Vous voyez, c'est l'horreur. Et Leroux rappelle que s'il parle devant une assemblée populaire composée de travailleurs, cette thèse est admise. Elle est admise, selon lui, par les travailleurs, et il dira plus tard que dans les réunions populaires, dans le sein de tous les clubs, dans tous les banquets fraternels auxquels j'ai assisté, jamais le droit que je soutiens ici n'a été mis en doute. Il a toujours été acclamé. Alors, l'occasion, je ne vais pas pouvoir décrire, tout est intéressant dans l'intervention à l'Assemblée nationale en 1851, mais je vais prendre seulement quelques aspects. Il se trouve que, soit un oubli, soit une volonté, mais à mon avis plutôt un oubli, la Constituante a oublié de prévoir que dans la Constitution, on déterminerait qui sont les électeurs de la commune.
C'est donc renvoyé à la loi, et c'est donc les députés qui vont discuter de qui sont les électeurs dans la commune. Quelles sont les conditions? Bon, ces conditions, a priori, sont les mêmes que pour être électeur au niveau des nationales. Mais le Roux en profite pour dire, puisque on parle de la commune, et il dit on va ajouter à tous les Français majeurs ayant telle et telle condition d'âge, on va ajouter toutes les Françaises majeures. Alors vous imaginez hurlement dans l'Assemblée, ou plutôt au début éclat de rire, et le Roux prétend être à l'intérieur de la Constitution. Il y a un débat qui se met en place sur cet aspect constitutionnel et législatif sur lequel je n'insiste pas. Ce que veut dire le Roux, il invoque toutes sortes d'arguments, il se réfère à Sieyès, à Condorcet, et il commente, après avoir montré que dans le premier article de la Constitution, ce qui a été adopté, donc, le but est de faire parvenir, je cite, tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. Et il commente et il dit: est-il possible qu'en s'exprimant ainsi et en disant que la République a pour but de faire parvenir tous les citoyens à un degré plus élevé de lumière et de bien-être, la Constitution ait entendu parler d'un sexe et qu'elle n'ait pas entendu parler des deux? Alors, vous imaginez employer le mot sexe à l'Assemblée nationale. Les députés éclatent de rire, des rires, nous dit le Moniteur universel, qui est le journal officiel de l'époque, rires bruyants et prolongés, mais en même temps, ils sont complètement hostiles, évidemment, à cette mesure, et les plus hostiles, c'est encore la gauche. Hein. Et tout le monde est en bas de la tribune où Pierre Leroux veut parler. Finalement, ce ne sont plus des rires, ce sont vraiment des huées. Et la séance se termine en queue de poisson, sans qu'il y ait un vote, sans que ce soit reporté. Bref, il ne se passe rien. Et l'amendement ne sera pas adopté. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que dit Leroux, parce qu'il est complètement conscient que il a ses amis contre la gauche contre lui, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, et il dit, vous n'êtes, en se tournant vers la gauche de l'Assemblée, vous n'êtes pas moins exclusif à mon avis que le côté droit contre lequel vous luttez. Et le Moniteur universel note, exclamation et rire à droite. Vous le voyez messieurs, dit encore le Roux, j'ai des adversaires de tous les côtés de cette Assemblée. Oui, certainement, je le sais, au sein même des écoles qu'on appelle socialistes, il y a des adversaires de l'opinion que je soutiens ici. Il y a des hommes d'esprit qui disent tout simplement, comme un personnage de Molière, qu'il faut renvoyer la femme à son ménage. Il y a des hommes d'esprit qui soutiennent cette thèse, messieurs. Vous le voyez, ce n'est point uniquement parmi les partis qui, à mon avis, représentent le passé, mais parmi ceux-là qui prétendent représenter l'avenir, que la thèse que je soutiens a des adversaires. Alors là, c'en est trop, et tout le monde est en train de crier « assez, assez !» Alors, quelle est l'actualité? Bon, bien sûr, on a eu le droit de vote un siècle plus tard, hein, nous les femmes. Mais quelle est l'actualité de cet amendement qui ne va pas passer? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En essayant de faire passer pourquoi les députés sont tellement hostiles à cet amendement, c'est qu'ils craignent qu'on ouvre la boîte de Pandore. On donne l'amendement pour un vote municipal, et puis après, les femmes, vous les connaissez, elles vont demander pour voter dans des votes nationaux. Et le Roux, il a aussi ça dans la tête. Il se dit, commençons à enfoncer le clou, et puis, effectivement, et il dit que ce qui paraît absolument impossible, j'en la phrase tout à l'heure, aujourd'hui paraîtra une évidence dans la suite. Alors pourquoi je vous dis que c'est d'actualité? C'est qu'on est exactement au cœur d'un débat aujourd'hui sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Alors cette question a déjà été évoquée au moment du droit de vote des étrangers qui font partie de l'Union européenne, et comme vous le savez, ce droit de vote est acquis selon certaines conditions de résidence, 5 ans je crois,
Et on voudrait l'étendre à tous les étrangers qui vivent depuis 5 ans dans une commune, participent à des associations, participent à la vie de la commune. Et un des arguments en particulier de la droite, c'est de dire oui, c'est vrai, ce sont des éléments actifs et il faudrait qu'ils puissent avoir une voix politique, mais si on leur donne ça, alors après ce sont les étrangers qui vont voter au niveau national. Je ne fais pas de rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui chez certains candidats, mais vous le ferez tout seul. Donc voilà, alors je voudrais simplement, très rapidement, parce que je pense qu'il est temps que je m'arrête, vous dire que tout n'est pas merveilleux et d'actualité dans le féminisme de Leroux. Ça tient évidemment à son époque et à un certain nombre de préjugés. Il y a des zones d'ombre qui tempèrent ce féminisme. Alors, elle se trouve d'abord, et ça, je suis obligée de revenir sur la fameuse triade sensation, sentiment, connaissance. Parce que dans sa manie de tout diviser par 3, Leroux va dire, par exemple, pour les nations, il y a la nation connaissance, c'est l'Allemagne, la nation sentiment, c'est la France, la nation sensation, c'est l'Angleterre, parce qu'ils auraient ces éléments, en gros, ces caractéristiques plus particulières. Alors si on vient dans la famille, et comme il continue à diviser par 3, la famille, il y a le père, la mère et l'enfant, vous savez, comme dans le jeu des 7 familles. Et le père, c'est la connaissance, la mère, c'est le sentiment, l'enfant, c'est la sensation. Alors, sûr, il n'y a pas de valeur supérieure pour la connaissance, donc il n'y a pas de valeur supérieure pour le père. Mais ce qui est, et c'est encore d'actualité, vous allez vous en douter, c'est de faire de la femme un être qui est plus spécifiquement un être de sentiment. Alors ça nous ramènerait à une double nature. Hein. Les hommes seraient moins sentimentaux, etc. Alors vous voyez bien que c'est un peu le problème qui est posé aujourd'hui, où on nous dit oh mais oui, mais les femmes, vous savez, elles sont plus sensibles, elles sont plus compassionnelles, elles sont plus maternelles. Et, dit-on dans ce type de raisonnement, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les métiers de l'aide à la personne, de l'infirmière, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care. Donc voilà, en utilisant un petit peu trop sa triade et en faisant la femme du sentiment, il cède complètement à l'idéologie de son époque, y compris chez les Saint-Simoniens, qui est de faire de la femme un être sensible, que ce soit pour en faire un être inférieur ou supérieur. Mais il y a beaucoup plus grave, et là je vais revenir à sa défense, très brièvement, à sa défense du mariage, du fait que la femme est plus sentiment, donc elle est un peu plus écervelée que le mari, quoi. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, ça pose un problème, parce que si on leur laisse trop de liberté, elles vont faire n'importe quoi. Et là, vous voyez en creux, même pas en creux, la grande hantise de Leroux, qui est la hantise de la mobilité en amour, la mobilité sexuelle, qui a été une des causes pour lesquelles il a rompu avec les Saint-Simoniens. Mais il a toujours l'idée de cette multiplicité d'alliances, de ce qui ne s'appellerait même plus adultère, et par conséquent, c'est pour cette raison qu'il va conserver le mariage pour qu'il n'y ait pas, qu'on soit bien cadré, la monogamie. Alors évidemment, c'est valable pour l'homme, mais c'est surtout utile pour la femme. Donc, la conclusion, quand il part sur ce type de réflexion, c'est que la femme, donc, si elle fait n'importe quoi en se libérant, c'est qu'elle ne peut pas se libérer elle-même. Donc il dit que la femme ne peut pas
faire elle-même sa propre émancipation. Et il le dit très clairement, que la femme soit libre par nous comme d'habitude, nous les hommes. Hein. Et donc on est là exactement, et là c'est pas d'actualité, hein, on est exactement à l'inverse de ce que les Saint-Simoniennes en ont eu assez aussi de leurs collègues Saint-Simoniens qui prétendaient les affranchir, hein, et qui ont dit ben, nous on prend notre sort en main, on le décide nous-mêmes, et c'est pas à vous de nous libérer comme on affranchit un esclave. Hein. Aujourd'hui, cette phrase, elle ne passerait plus, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne veulent pas attendre que les hommes aient la bonté de vouloir bien les libérer. Donc c'est un des aspects. Il faut dire aussi qu'à l'époque de Pierre Leroux, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote, ce sont les hommes qui font la loi. Donc s'il doit y avoir des changements juridiques, il faut évidemment les attendre des hommes. Voilà, il y a des réserves à faire, parce qu'il ne faut pas être trop en adulation devant notre saint laïque qui est Pierre Leroux. Mais il faut surtout, et j'espère que je l'ai bien montré, montrer qu'il a été véritablement féministe à une époque où la gauche, et les socialistes en particulier, ils auront du mal à y venir, hein. Souvenez-vous de l'épisode Ségolène Royal, à une époque où la gauche ne se montrait pas favorable ou alors négligeait complètement la question et nous renvoie à des débats très actuels. Je vous remercie. Voilà. Ah, donc, pas de questions pour les femmes. Est-ce que les hommes ont des questions? De quoi? Non, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci beaucoup pour ces deux premières communications. Ma question sera plus un prolongement de réflexion, du moins une remarque par rapport à ce que vous avez évoqué, puisque vous avez dit tout à l'heure vouloir rétablir la vérité par moment. Donc je vais me faire le défenseur de ma profession, c'est-à-dire l'historien, et en fait faire un constat qui je pense sera assez partagé. À vous entendre et en fonction de spécialité, on a surtout revisité ou redécouvert Pierre Leroux au travers de la philosophie, de la littérature, de l'économie. En fait, les grands absents, et on le voit en fait aujourd'hui, ce sont les historiens. Et du coup, je ne peux que faire le constat de l'oubli encore, ce qui montre pas, ce que vous avez particulièrement montré dans vos différentes interventions, en fait, de replacer un petit peu Pierre Leroux dans un contexte historique qui est celui de son temps, d'un 19e, marqué par la montée des nationalismes. Donc on retrouve ce qu'il expliquait tout à l'heure autour de sa triade, avec une pôle importante de la nation. Et du coup, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui, selon vous, explique dans l'historiographie récente, j'entends un second XXe siècle, en fait, la non-reprise de ce dossier, où en fait